En fait, il y a de fortes chances que nous ne développions jamais une technologie qui nous permette d'atteindre physiquement le noyau. Il n'y a pas d'air sur la Lune, mais alors comment peut-il y avoir de la rouille? Des scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune, qui est une sorte de rouille. Un instrument de recherche spécial de la NASA a examiné la lumière réfléchie par la surface de la Lune. Il s'est avéré que la composition des pôles de notre satellite naturel était très différente du reste de la Lune. La surface est parsemée de roches riches en fer. Mais sans oxygène ni eau liquide, la rouille ne peut pas apparaître. Les vents solaires ajoutent au mystère. Ils bombardent la Lune d'hydrogène. Or, l'hydrogène rend la formation d'hématite beaucoup plus difficile. Même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle a toujours des traces d'oxygène. Sa source est la haute atmosphère de notre planète. La Terre protège aussi la Lune de presque 100% des vents solaires, mais pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est complètement sec, il pourrait y avoir de la glace d'eau dans les cratères ombragés de sa face cachée. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés, et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de Mars déchireront Phobos et cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de la planète. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Au centre de la Terre, le noyau occupe 15% du volume de la planète. Il se compose de 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau interne est une boule solide composée de fer et de nickel. Son rayon est de 1220 km, ce qui représente 20% du rayon de la Terre entière et 80% du rayon de la Lune. Le noyau externe, d'une épaisseur de 2400 km, est liquide. Il est aussi composé de fer et de nickel, mais il n'est pas assez sous pression pour être solide. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire. Bien que de nos jours tout semble calme sur Mars, dans le passé, une sorte de force a provoqué la formation et l'éruption d'énormes volcans. L'un de ces volcans est Olympus Mons. Il mesure 26 km de haut, soit 3 fois la hauteur de l'Everest, et 600 km de large, soit la taille de l'Arizona. Le volcan a atteint une telle taille à cause de la faible gravité sur Mars et de l'absence de mouvement des plaques tectoniques. La gravité n'est pas la même partout. Les roches, métaux et autres minéraux et substances qui composent la planète sont plus serrés dans le sol à certains endroits qu'à d'autres. Cela a des conséquences surprenantes. La gravité varie légèrement selon l'endroit où tu te trouves. Tu pèses 0,5% de moins à l'équateur qu'au pôle. Dans la plupart des cas, cela représente une différence de moins d'1 kilo. L'altitude à laquelle tu te trouves a aussi un effet. Donc si tu étais au sommet du mont Everest, tu pèserais aussi légèrement moins. L'être vivant le plus résistant de la Terre est si petit que tu ne peux pas le voir. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont de mignonnes petites créatures avec 8 pattes et des têtes écrasées qui font moins d'1 centième de centimètre. Malgré leur taille microscopique, ils peuvent survivre pratiquement partout. Ils préfèrent les morceaux de mousse humide ou le fond des lacs, mais ils ne se plaindront pas si tu les places dans un endroit vraiment inconfortable. Ils peuvent supporter un froid extrême et une chaleur incroyable, et survivre à une pression énorme et à des radiations élevées. Certains de ces oursons ont même réussi à survivre sans protection dans l'espace pendant 10 jours. Ils gèrent tout cela en se roulant en boule et en hibernant, ce qui réduit leurs besoins en oxygène et en nourriture. La gravité de la Lune est environ 17% de celle de la Terre. Si tu pesais 91 kg sur notre planète, ton poids lunaire passerait à seulement 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu peux porter sur Terre. Il serait aussi plus facile de marcher sur la surface de la Lune. Mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, à l'intérieur d'une combinaison spatiale lourde, s'enfonceraient dans le sol lunaire jusqu'à 15 cm de profondeur. Mais imaginons que tu décides d'éviter le processus fastidieux de la marche en sautant dans les airs. Tu perdrais alors probablement le contrôle de tes sauts en un rien de temps. De plus, la surface de la Lune est jonchée de profonds cratères. Les éviter tous serait un exploit. Tu peux voir les éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile.
Mais dans 50 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil à cause de son orbite changeante. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûte la somme faramineuse de 12 millions de dollars, dont 70% sont consacrés aux modules de commande et aux sacs à dos. Au centre même d'Uranus, il y a un noyau rocheux, relativement petit, juste la moitié de la masse de la Terre. Comparé aux autres planètes, le noyau d'Uranus est plutôt froid, 5000 degrés Celsius. Un manteau de glace entoure le noyau solide et il représente la plus grande partie de la planète, environ 80%. Mais ce n'est pas la glace à laquelle tu pourrais penser. C'est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane, parfois appelé océan d'eau et d'ammoniac. L'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, mais elle a cette teinte bleu-vert à cause du gaz méthane qui absorbe la lumière rouge. L'océan sur Jupiter est plus grand que tous les autres du système solaire, mais contrairement aux océans de la Terre, il n'est pas fait d'eau, mais d'hydrogène métallique. La profondeur de cet océan est époustouflante, 40 000 km, soit presque autant que la circonférence de la Terre. Vénus est une championne en matière de volcans. Elle en compte environ 1600, mais aucun d'entre eux n'est connu pour entrer en éruption. Il y a un trou noir supermassif à 250 millions d'années-lumière de nous. Il émet le son le plus profond jamais détecté pour un objet de l'univers. Il est 57 octaves plus bas que le Do central de ton piano. C'est un quadrillion de fois plus profond que ce que nous pouvons entendre. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'avait pas encore fini de se refroidir. Il existe des planètes qui ne sont liées à aucune orbite stellaire et qui errent sans but dans l'espace. Parmi les objets spatiaux les plus spectaculaires se trouvent les pulsars. Les pulsars sont un type d'étoile à neutrons. Ils expulsent une partie de leur matière presque à la vitesse de la lumière. Les pulsars réguliers tournent à une vitesse raisonnable, entre 1/10 et 60 fois par seconde. Mais les pulsars millisecondes peuvent tourner à une vitesse impressionnante de 700 fois par seconde, ce qui est bien trop rapide pour que l'œil humain puisse le détecter. Lorsqu'ils tournent, ils émettent un faisceau de radiation depuis leur axe qui ressemble à la lumière d'un phare. Les astronomes peuvent remarquer les pulsars lorsqu'ils font face à la Terre, car on dirait qu'une lumière est braquée sur notre planète. Lorsque la lumière brille ailleurs, le pulsar ne peut pas être vu. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu veux une preuve ? 99,86% de toute la masse du système solaire est la masse du Soleil, composée en particulier de l'hydrogène et de l'hélium. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète de 1 mètre de large, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle tu t'attends. Il neige des métaux et il pleut de l'acide. Pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances. La Lune, un magnifique satellite naturel parcouru de mystérieuses taches sombres. Comme nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune, nous sommes habitués à cette image. Il est difficile de l'imaginer sous un autre aspect. Mais avant, c'était différent. Eh oui, c'était vraiment différent. Imagine un peu, un énorme satellite incandescent dans le ciel qui provoque des tsunamis en permanence. Je te propose de remonter très loin dans le passé et de découvrir la Lune telle qu'elle était il y a toutes ces années. La Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. À cette époque, notre planète bleu-vert était encore un morceau de roche brûlant et incroyablement instable, lancé à fond de train dans l'espace. Nous n'avions pas encore de Lune, et un jour sur notre planète ne durait que 6 heures, ce qui signifie qu'il n'y avait que 3 heures de lumière par jour. Des volcans entraient en éruption un peu partout et tout le temps, libérant des gaz toxiques dans l'air, et des tas de météorites s'écrasaient régulièrement sur la planète. Au même moment, il y a 4,5 milliards d'années, ce qu'on nomme aujourd'hui l'impact géant se serait produit. Les scientifiques, qui sont généralement prudents, parlent de l'hypothèse de l'impact géant. D'après cette hypothèse, un objet de la taille de Mars se serait un beau jour écrasé sur la Terre.
Mars est environ 2 fois plus petite que notre planète, donc le choc a été relativement catastrophique mais sans causer de dommages irréparables. Ce puissant impact a arraché une partie des couches supérieures de cet objet, et la Terre en a elle-même pas mal souffert. Le noyau de ce corps spatial a ensuite fusionné avec le noyau de la Terre, et de nombreux fragments de notre planète se sont envolés dans l'espace. Ainsi, notre Lune a vu le jour, ou, pour le dire d'une manière plus scientifique, le processus de différenciation a commencé. C'est le processus que subissent tous les corps planétaires au début de leur vie. Comme l'impact a produit une chaleur immense, la plupart des gaz et des liquides présents sur les morceaux arrachés de la Terre ont été emportés. Seule une surface de pierre relativement sèche est restée. Donc oui, il y a de l'eau et des gaz sur la Lune, mais en très petite quantité. La gravité de notre planète était suffisamment forte pour que tous ces fragments de roches chaudes restent dans son orbite, et ils se sont progressivement collés les uns aux autres. Les éléments chimiques qu'ils contenaient étaient répartis en couches. Le fer, le plus lourd de tous, s'est enfoncé profondément à l'intérieur, tandis que les éléments les plus légers sont restés à la surface. En peu de temps, une centaine d'années ou moins, l'anneau de vapeur, de poussière et de roches fondues a fusionné. Le plus gros amas, qui possédait la plus forte gravité, ont attiré de plus en plus de particules, créant peu à peu la Lune. Elle ressemblait alors à une boule rougeoyante en ébullition. Malheureusement, le noyau de la Lune naissante était très petit. Il lui manquait du fer ainsi que d'autres éléments lourds pour que notre satellite prenne plus de substance et devienne une planète. Les plus anciennes roches de la Lune se sont probablement formées dans cet océan de magma. Et lorsque la Lune s'est enfin refroidie, elle s'est transformée en une boule blanche, toute propre et parfaitement régulière. Mais elle était encore très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, notre satellite, immédiatement après sa naissance, se trouvait à une distance de seulement 21 700 km de la Terre. C'est 15 fois plus proche qu'aujourd'hui. Elle se trouve maintenant à environ 383 000 km. Est-ce que tu peux imaginer à quel point la Lune était énorme et lumineuse dans le ciel à l'époque ? Ce devait être à la fois magnifique et terrifiant. Et bien sûr, une telle proximité provoquait des vagues incroyablement grandes dans nos océans. Il y avait régulièrement des tsunamis sur Terre. De plus, la Lune tournait encore très vite. Et elle n'était pas orientée vers la Terre d'un seul côté. Mais en général, la Terre et la Lune avaient un impact positif l'une sur l'autre. Par exemple, c'est grâce à la Lune que notre journée dure 24 heures. À l'heure actuelle, l'axe de la Terre est incliné de 23,5 degrés par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Avant la venue de la Lune, la Terre tournait très rapidement, mais grâce à son satellite, son inclinaison s'est stabilisée, ce qui a donné lieu à une grande variété de climats sur Terre. Mais la gravité de notre planète a aussi pas mal aidé la Lune. Grâce à elle, elle a pu elle aussi ralentir et s'est progressivement éloignée de nous. Au fil des ans, son orbite s'est écartée de notre planète. En même temps, un phénomène nommé verrouillage par effet de marée s'est produit entre la Lune et la Terre. Cela signifie que la période de rotation de la Lune coïncide avec sa période orbitale, ou en d'autres termes, que la Lune tourne sur elle-même aussi vite qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pourquoi la Lune est toujours tournée vers notre planète du même côté. Lorsque la Lune s'est éloignée, les marées sur notre planète se sont apaisées. Désormais, l'eau pouvait couler jusqu'aux confins du globe. C'est alors que la vie est apparue sur Terre. Mais revenons à l'évolution de la Lune elle-même. Que s'est-il passé à sa surface après sa formation ? On parle des étapes suivantes comme de l'enfance et de l'adolescence de la Lune. Et, comme c'est généralement le cas, ces périodes n'ont pas été de tout repos. Pas étonnant. Il y a environ 4 milliards d'années, le système solaire était complètement fou. Pendant les 6 premiers millions d'années d'existence de la Lune, des astéroïdes et des comètes de grande taille étaient constamment projetés sur elle. Ils venaient également s'écraser sur la Terre. Ces impacts furent les plus puissants de l'histoire de la Lune. De grands cratères, plus tard tapissés d'une sombre matière rocheuse, sont alors apparus. Comme si tout cela ne suffisait pas amplement, un jour, une planète naine est venue s'écraser sur la Lune. Elle faisait à peu près la taille de Cérès, le plus gros objet présent dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Cet impact a produit le plus grand bassin de la Lune et a changé à jamais son apparence. Tu vois cette tache sombre là sur la face cachée de la Lune ? Juste là, tout au sud. Il s'agit du bassin pôle sud Aitken. Son diamètre est d'environ 2500 km.
Et oui, il a bien été formé par l'impact dont j'ai parlé il y a environ 4,3 milliards d'années. Cet impact a apporté avec elle tout un tas de composés chimiques complexes et étranges que les scientifiques trouvent maintenant un peu partout sur la face cachée de la Lune. Ces composés se sont mis à dégager énormément de chaleur, ont fait fondre une partie du manteau lunaire et oups, ont par la suite accidentellement réveillé les volcans. Ces volcans ont commencé à entrer en éruption. Une énorme quantité de magma a été répartie sur la surface de la Lune. Bien des années plus tard, tout ça s'est refroidi et ces taches sombres que l'on peut observer sont apparues. On les appelle les mers lunaires. On y trouve beaucoup moins de cratères que sur les terres. Mais au cours du dernier milliard d'années, la Lune a été géologiquement inactive, à l'exception de collisions occasionnelles avec des météorites. L'apparence de la Lune a changé à jamais à la suite de ces événements. C'est ainsi que, meurtrie et fatiguée, elle est entrée dans l'âge adulte. Mais la paix, malheureusement, n'était toujours pas au rendez-vous. Un nouveau groupe de météorites a décidé de venir l'embêter. Mais ce n'a pas été si grave. Il y a eu de nombreuses collisions, mais toutes de faible ampleur. Elles ont simplement laissé plusieurs cratères et fosses sur la surface lunaire, et ont peut-être un peu endommagé son manteau. Quelques-unes de ces collisions ont cependant approfondi certains des grands cratères. La croûte de la Lune est devenue de plus en plus fine au fil des ans à cause de cet interminable chaos. Et maintenant, nous appelons cette partie supérieure de la croûte, qui est couverte de cratères, les terres lunaires. Toutes ces zones blanches et lumineuses de la Lune, ce sont les terres par opposition aux mers. Mais finalement, l'univers s'est calmé. Pour l'instant, tout au moins. Et la Lune a commencé à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le satellite naturel de la Terre. Il y a des moments de son histoire que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer avec précision. Mais ils continuent à étudier notre magnifique satellite. Les données sur la Lune ne sont pas seulement utiles pour elles-mêmes. Elles nous donnent une image plus complète de l'histoire de notre système solaire et de l'espace dans son ensemble. Espérons donc qu'un jour, nous pourrons découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune. Récemment, des scientifiques chinois ont découvert quelque chose d'intéressant sur la Lune. Un cristal inhabituel. Ils ont aussi découvert que ce cristal contient un élément qui peut littéralement remplacer le combustible nucléaire. Alors, creusons un peu le sujet. La composition de la Lune est longtemps restée un mystère pour nous. Un demi-siècle s'est déjà écoulé depuis la mission Apollo 11. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup voyagé sur la Lune depuis. Et il n'est donc pas surprenant qu'il ne soit pas si facile pour nous de l'étudier. Mais récemment, une percée a été réalisée dans ce domaine. En décembre 2020, des scientifiques chinois ont envoyé la sonde Chang'e 5 sur la Lune. La mission a été nommée d'après l'ancienne divinité chinoise de la Lune, Chang'e. Plutôt poétique, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, la sonde s'est rendue sur la face la plus proche de la Lune. Elle a passé plusieurs jours à creuser la surface et les roches, puis elle est revenue sur Terre. Au total, elle a collecté environ 2 kilos de diverses roches lunaires, comprenant du basalte, de la lave solidifiée et d'autres. Cela ne semble peut-être pas très impressionnant, mais c'est en fait une mini-percée. Après tout, on n'a plus récolté d'échantillons lunaires depuis 1976. Or, ces échantillons sont très importants pour apprendre l'histoire de notre monde. On s'est battu pendant des années pour découvrir, par exemple, comment la Lune est née. Il y avait beaucoup de théories, mais on n'arrivait toujours pas à trouver de preuves solides pour aucune d'entre elles. Mais grâce aux dernières missions et à certaines simulations informatiques, les scientifiques ont enfin découvert la vérité. La Lune est née lorsqu'une planète quelconque s'est écrasée sur notre Terre, il y a plusieurs millions d'années. Cette planète naine était légèrement plus petite que Mars. Des fragments de la Terre sont partis dans l'espace, mais certains sont restés dans notre orbite. Puis, ils se sont collés ensemble et ont formé la Lune. Cela semble effrayant, mais en réalité, la naissance de la Lune est la meilleure chose qui soit arrivée à notre planète. Sans ce magnifique satellite, tous nos océans seraient encore de petites flaques d'eau. La vie ne serait pas du tout apparue sur Terre. C'est donc déjà une découverte incroyable en soi. Mais ce n'est pas tout. En étudiant les roches collectées, les scientifiques de l'Institut de recherche de Pékin ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un cristal lunaire rare. Ça a l'air plutôt banal, n'est-ce pas? Juste un minuscule monocristal et transparent de l'épaisseur d'un cheveu humain. On avait fait de telles trouvailles sur la Lune auparavant. Ces cristaux se sont formés à la suite d'une activité volcanique, tout comme certains grenats sur la Terre. Car l'endroit où ils ont découvert ces cristaux a aussi connu des éruptions volcaniques. Il y a 1,2 milliard d'années.
Cela signifie que ce petit cristal a plus d'1 milliard d'années. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui importe vraiment, c'est que ce cristal est fait d'un matériau unique, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Des chercheurs de l'Association minéralogique internationale ont confirmé qu'une telle composition ne peut être trouvée nulle part sur Terre. Le cristal a été nommé Changezit Y, encore une fois d'après la même divinité chinoise de la Lune. Et c'est un autre exploit. C'est le 6e minéral précédemment inconnu que nous avons trouvé sur la Lune, et le tout premier trouvé par la Chine. Elle est maintenant devenue le 3e pays au monde à faire une telle découverte lunaire. Cependant, ce minuscule cristal n'est pas la seule chose remarquable qu'ils ont trouvée. Après avoir étudié ce joyau et environ 140 000 autres particules lunaires, les scientifiques ont découvert autre chose. Ils ont trouvé de l'hélium-3. Pourquoi est-ce important ? Parce que c'est l'un des éléments qui alimentent le Soleil et les autres étoiles de notre univers. On a tendance à dire des choses comme éteindre le soleil brûle, et ainsi de suite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes pensent réellement que le soleil est une énorme boule de feu. Mais ce n'est pas le cas. Sa combustion est en fait un processus complètement différent, qui s'appelle fusion nucléaire. Le processus en lui-même est assez simple. Pendant cette réaction, l'hydrogène de l'étoile se transforme en hélium. Mais ce processus simple est en fait l'une des réactions les plus violentes et les plus puissantes de l'univers. Il y a un véritable bouillon de particules à l'intérieur du Soleil. Les noyaux d'hydrogène qui s'y agitent en tous sens se repoussent constamment les uns les autres car ils sont tous chargés positivement. Et ils pourraient continuer à le faire sans déranger personne, s'il n'y avait pas les étoiles. Les étoiles sont un peu espiègles. Leur gravité est si forte qu'elles attrapent des milliards de ces petits atomes et les serrent les uns contre les autres. En se combinant les uns les autres, ces atomes créent de nouveaux éléments lourds, comme l'hélium mentionné. Et lorsque cela se produit, ils projettent beaucoup d'énergie dans l'espace. C'est ainsi que le Soleil brûle. En même temps, il répand une quantité d'énergie que nous ne pouvons même pas imaginer. Bon, mais qu'est-ce que l'hélium-3 ? Eh bien, c'est un élément qui pourrait faire de l'ombre même au Soleil. La fusion des atomes d'hélium-3 libère encore plus d'énergie que dans une fusion nucléaire typique. Et surtout, elle ne pollue pas l'atmosphère avec des éléments nocifs comme les radiations. Nous avons très peu d'hélium-3 sur Terre. Sa prévalence dans notre atmosphère est d'environ 1 sur 1 million. Et en plus, il essaie constamment de s'échapper pour retourner dans l'espace. Cependant, les scientifiques ont récemment découvert qu'il y a un endroit qui contient beaucoup de cet élément. Oui, tu l'as deviné, c'est la Lune. On pense qu'il y a plus d'hélium-3 sur la Lune que sur la Terre à cause des vents solaires. Le Soleil a bombardé la Lune d'hélium-3 pendant des milliards d'années. Si bien qu'aujourd'hui, il y en a partout. Ce n'est pas si impressionnant si on la compare à Jupiter ou Saturne, par exemple. Mais n'oublie pas la quantité d'énergie qu'il peut libérer. Il faut savoir qu'avec seulement 25 tonnes d'hélium-3, il serait possible de fournir de l'énergie aux États-Unis pendant une année entière. Or, il y en a environ 350 000 tonnes sur Terre, et plus d'1 million de tonnes sur la Lune. Ces seules sources pourraient subvenir aux besoins de l'ensemble des États-Unis pendant des milliers d'années. Donc, en gros, à l'avenir, l'hélium-3 pourrait devenir une nouvelle source de combustible. Et il surpasse le combustible nucléaire dans pratiquement tous les domaines. L'hélium-3 ne laisse pas de déchets ni de radiations nocifs. Il est plus puissant et pas si dangereux. En d'autres termes, cette énergie écologique et efficace pourrait être une révolution pour notre planète. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend ? Il y a un petit hic. Malheureusement, on n'a encore rien trouvé d'aussi puissant et chaud que les étoiles. Or, pour utiliser l'hélium-3, on a besoin de température et de pression démentes. Il nous faut un réacteur thermonucléaire, et on n'a aucune idée de comment le construire pour l'instant. Et même si on pouvait le chauffer à de telles températures et obtenir la pression nécessaire, on ne sait toujours pas vraiment comment manipuler l'hélium-3 correctement. Par conséquent, même si on a une quantité infinie d'hélium-3, on ne pourra toujours pas l'utiliser. Mais il y a un élément potentiel derrière l'hélium-3,
que plusieurs pays ont déjà commencé une course aux ressources lunaires. Et maintenant que Chang'e 5 a découvert un nouveau gisement d'hélium-3 sur la face la plus proche de la Lune, cette course pourrait devenir mondiale. Par exemple, la Chine prévoit déjà une nouvelle mission lunaire en 2024, Chang'e 6. Pendant cette mission, les Chinois veulent collecter les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. Comme tu peux le voir, trouver ce cristal lunaire était très important pour nous. Ces cristaux peuvent nous aider à trouver de nouvelles façons de créer de l'hélium-3. Et si on y parvient, l'humanité entrera dans une nouvelle ère. Mais pour y parvenir, on doit encore résoudre un certain nombre de problèmes. Comment livrer un tas de ces cristaux lunaires sur Terre? Comment leur faire produire de l'énergie? Et ainsi de suite. Espérons qu'à l'avenir, ces problèmes seront résolus et qu'on trouvera un moyen de produire une énergie propre, sûre et illimitée.